Bonjour et bienvenue dans votre émission Diaspora Plurielle. Comme nous le savons, depuis le 24 février 2022, l'Ukraine a été envahie par la Russie dans le cadre d'une opération militaire déclenchée par le président Vladimir Poutine et ayant enregistré à ce jour plusieurs milliers de morts. Cette guerre, lancée sur le prétexte de la libération de la région du Donbass, entre autres choses, a obligé 2 millions de personnes environ à fuir les zones bombardées et le pays. Parmi ces personnes figurent des Africains et des Guinéens ayant trouvé refuge dans l'espace Schengen, en France, en Allemagne, en Pologne, etc. Nous vous proposons d'aller à la rencontre de ces Guinéens en présentiel et en distanciel, via visioconférence, pour parler de cette expérience traumatisante et de leur évacuation. Dans cette première partie de l'émission, je suis en compagnie de Souleymane Afia Ba. Souleymane, bonjour, merci d'accepter de nous parler. Bonjour. Alors, avant de parler de la situation en Ukraine, Souleymane, est-ce que tu peux déjà nous parler de toi? Ouais. Je me nomme Souleymane Afia Ba, âgé de 25 ans. J'étais en Ukraine. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais en Ukraine? Tu étais étudiant, tu travaillais? J'étais étudiant en Ukraine. D'accord. Depuis 5 mois que je suis parti là-bas pour faire mes études en informatique. Mais j'étais à mon niveau de première année. Tu étais en première année. Ouais. Et cela faisait 5 mois que tu étais arrivé en Ukraine. Dans quelle ville principalement? Et Odessa. À Odessa, ouais. D'accord. Et donc, cela faisait 5 mois que tu y étais. Tout se passait bien dans la vie de tous les jours? Oui, oui. Tout allait bien. Depuis qu'on était parti, ça va juste au début, pour le temps de s'adapter, à faire de la nourriture. C'est comme quand tu pars quelque part où tu ne connais rien, tu n'as personne pour te guider. On avait quelqu'un pour nous guider, mais il n'était pas toujours là. Il nous a laissés pour nous occuper de nous-mêmes. D'accord. Et cette personne qui était censée vous accompagner, c'était quelqu'un de la famille ou c'était un Guinéen dont tu avais entendu parler? Comment tu connaissais cette personne? Précisément, c'est lui, en Ukraine, on les appelle les contracteurs. Les contracteurs? Oui. D'accord. C'est eux qui font partir les gens là-bas. Et dès que tu fais ta procédure, tu commences tout jusqu'à ce que tu arrives là-bas. C'est lui qui s'en charge de tout, tes papiers, il t'amène à l'école pour l'hébergement, mais ça trouvera que tu as payé tout avec lui. Dès que tu as fini de payer tout avec lui, dès que tu arrives là-bas, toi, tu n'as rien à faire. Si tu es avec lui maintenant, c'est lui qui part pour les cartes séjour. Toi, tu as juste à faire d'aller faire les empreintes, prendre des photos et c'est fini. Ce n'est pas comme dans d'autres pays. Donc, c'est un facilitateur avec qui tu étais en contact, si je comprends bien, depuis Conakry. Oui. D'accord. Et dans ta vie là-bas, Souleymane, par rapport à tes études, est-ce que tu avais un petit travail à côté ou comment tu faisais pour subvenir à tes besoins? Ou c'était tes parents qui étaient à Conakry qui t'aidaient, comme c'est le cas de beaucoup d'étudiants d'ailleurs? Déjà là-bas, pour un étudiant, ce n'est pas facile. Parce que tu ne peux pas aller travailler et ensuite partir à l'école. Là-bas, il y a deux choses. Soit tu pars à l'école, soit tu laisses l'école, tu pars travailler. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'envoie de l'argent, c'est impossible de rester là-bas. Parce qu'il n'y a pas assez d'aide humanitaire. D'accord. Moi, il y a mes parents qui m'envoient de l'argent, moi avec ma petite sœur, chaque fin de mois. Parce qu'il faut dire que Souleymane était donc en Ukraine, à Odessa, précisément avec sa petite sœur, Karimata. Karimata Ba. D'accord. Ouais. Et donc, toi, tu as choisi les études? Ouais, j'ai choisi les études. Il y a mes amis qui partaient faire des bricoles. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas travailler et ensuite étudier. Parce que le russe, pour la première année, c'est très difficile. Comme vous savez, la langue russe, ils ont 33 lettres. Donc, ce n'est pas comme le français. Pour pouvoir maîtriser, il faut s'y mettre au fond pour cette première année. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu peux te débrouiller, mais tu ne pourras pas parler ou bien avoir des travails qui méritent, sauf aller... Sauf des petits boulots, quoi. Tu ne pourras pas avoir un très bon travail. Oui, même les petits boulots, il n'y a pas là-bas pour les autres là. Parce que les Noirs et les Arabes, ils sont mis à côté. D'accord, ils sont exclus. Oui, ils sont exclus. Tu ne peux pas travailler dans les agences et trucs là.
Sauf si tu peux travailler là-bas, c'est à Sigmoy, on appelle là-bas le Grand Marché. D'accord. Là-bas, ils disent les Noirs sont résistants, il y a des boulots là-bas. Donc c'est des boulots physiques. Oui, c'est des boulots, ça demande beaucoup de temps. Oui. Mais pour ça, il faut être résistant pour pouvoir travailler là-bas. Okay. Donc, nous, on a essayé de travailler là-bas, mais ça n'allait pas partir parce qu'il faisait super froid. Oui. Donc, ce n'est pas facile. Et puis, les études aussi, si tu loupes 2 cours, tu viens, on dirait que tu n'as même pas été là-bas pendant 2 semaines ou 1 semaine. D'accord. Donc, ce n'était pas facile avec les études et le boulot, c'est presque impossible. Et pourquoi, Souleymane, justement, avoir fait le choix d'aller dans un pays tel que l'Ukraine, où il y a la barrière de la langue? Ouais, pourquoi ne pas avoir choisi un pays francophone pour que ça soit plus simple pour l'intégration, par exemple? Ou bien c'est là-bas que tu as eu une occasion? Ouais, en quelque part, c'est là-bas qu'il y avait une porte ouverte. Parce que comme ici ou d'autres pays, c'était presque fermé. Oui. Parce que depuis presque 2013, j'ai cherché comment quitter là-bas, mais il y a l'affaire de politique et trucs là. Oui. C'était pas, la Guinée n'est pas stable déjà. Tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Donc, tout le monde presque essaie de s'échapper de là-bas. Donc, dès que tu as l'impression, tout le monde essaye de s'échapper de la Guinée? Oui, tous les jeunes, en tout cas, tous les jeunes que je connais qui sont en Guinée, ils ont presque envie de partir. Il y a d'autres qui volent de l'argent de leur mère, ou bien des voisins, ou bien des trucs, pour quitter là-bas. Parce que dans mon quartier là-bas, Hamdallah Pharmacie, presque tous des petits frères, des grands frères, des amis, tout le monde a un but. C'est de sortir, partir en Europe. Soit dans l'océan, soit partir, ou bien... C'est déjà, c'est le but. D'accord, c'est l'objectif. Oui, c'est l'objectif. Et toi, en ce qui te concerne, tu es arrivé en Ukraine par la mer ou tu as pris un avion ou... Moi, j'ai suivi la procédure légale pour partir là-bas. Okay. J'ai fait mes papiers en Guinée. Pour pouvoir rentrer, il y a des papiers demandés, tests avec assurance des maladies et trucs. Après, je suis parti là-bas pour finaliser. J'ai attendu mon visa, je l'ai eu. Après 2 semaines, je suis parti en Ukraine. D'accord. Maintenant, on va parler de la période juste avant la guerre, Souleymane. Avant que l'invasion s'est passée le 24 février 2022, précisément. Ouais. Donc, est-ce que juste avant, tu avais entendu des rumeurs qu'il y allait avoir une guerre, ou cela t'a surpris, ou tu t'y attendais un petit peu, tu te préparais? Comment la guerre t'a trouvé? Dans quel état d'esprit précisément? Déjà, lorsque la guerre a éclaté, tout le monde était presque surpris parce que c'était calmé dans les 2 et 3 jours comme ça. Mais avant ça, il y avait des rumeurs, il y a les Russes qui se sont installés dans la mer Noire, on appelle là-bas Tchorné More. Et en russe, on l'appelle Tchorné More. Ils se sont installés là-bas, à Donbass. Tout le monde regardait les infos, il y avait nos amis. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes états d'esprit. Oui. Donc, nous, on essayait de canaliser parce qu'on voyait ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de tensions. Mais les Ukrainiens, ils maintenaient les tensions, tout le monde fait ses quotidiens, personne ne s'inquiète. Nous aussi, on a essayé de suivre. Oui. Mais il y avait nos amis marocains, algériens, yéméniens. Il y a presque toutes les ethnies là-bas, toutes les races là-bas. On a essayé de voir quoi penser, quoi faire. On a prévu des portes de sortie pour en cas s'il y avait la guerre. Mais on avait baissé la garde. Donc ça s'était calmé, c'était vraiment la vie de tous les jours quoi, qui continuait. Ouais. Ok. Et quand la guerre a éclaté, d'accord, et que c'était sûr maintenant que la Russie venait d'envahir l'Ukraine, quelle a été ta première pensée à ce jour-là, quand tu as su qu'il y avait une invasion en cours? Déjà, tout le monde était couché. Moi, moi particulièrement, je ne dors pas une sommeil profond. Parce que d'autres, ils ont dit qu'ils n'ont pas été réveillés et trucs.
Moi, je m'étais couché et j'ai juste senti la maison qui tremblait. Et déjà, je me suis dit, ah, c'est quoi ça? Mais j'avais entendu un bruit parce que j'avais mes écouteurs. Je ne dormais pas vers les 5 heures du matin. Comme on n'avait pas cours, c'était jeudi, vendredi, donc on n'avait rien à faire. Déjà, les autres ont commencé à paniquer, mais ce n'est pas tout le monde qui s'est réveillé à 7 heures. Moi, j'ai canalisé, on a resté là-bas jusqu'à 6 heures, tout le monde est sorti dans les couloirs, ukrainiens, avec arabes et noirs, tout le monde était sorti en panique. Et on était parti voir la route, il y avait tout le monde qui fuyait, qui prenait des bagages. Vers les 11 heures, 10 heures comme ça, je me suis dit, attends, je n'ai pas pu dormir la nuit, je vais aller me coucher un peu pour que je puisse récupérer un peu. Dès que je me suis couché, c'est en ce temps qu'ils ont bombardé une deuxième fois. C'est là-bas que j'ai sursauté sur le lit. Presque j'étais en culotte, j'ai failli sortir et aller. Je ne savais même pas par où partir parce que la maison tremblait. Il y avait tout qui bougeait. Tout le monde criait, il y a les filles qui pleuraient, ils pensaient que tout le monde allait mourir. C'était fini, quoi. Parce que ça donnait des boules au ventre. Et le bruit qu'on a entendu là, si tu n'es pas assez normal là, tu vas perdre la tête. Parce que des missiles pareils, c'est traumatisant. C'est traumatisant. C'est pas tout le monde qui a la chance aussi d'entendre ça. Parce que ça fait mal. Ça, c'était le premier jour. Et une fois que la guerre a été enclenchée, les jours suivants, est-ce que tu t'es dit il faut partir tout de suite maintenant, ou tu as quand même attendu quelques jours, tu es resté quelques jours à Odessa avant de même penser à t'enfuir? C'est le jour où ça a éclaté. C'est ce même jour qu'on a pris l'initiative avec mes 4 amis. Parce qu'il y avait ma petite sœur avec une autre fille qui s'appelle Fatima, qui avait des problèmes des yeux. Mais déjà, on ne pouvait pas fuir étant garçon avec des filles. Et ce n'est pas possible de travailler et traverser tout le pays avec des filles. Pourquoi? Sans transport. D'accord. Parce qu'il faut marcher? Déjà, on n'était pas sûr de pouvoir traverser ou bien aller jusqu'en Pologne. Donc, on avait un peu prévu, parce que moi, je suis sorti qu'avec 200 grivnas. Mon argent était fini, j'avais de l'argent dans mon compte, mais toutes les banques étaient fermées. Ce qui était ouvert, c'est les autres qui étaient prioritaires. Nous, on ne pouvait pas faire sortir de l'argent. 200 grivnas, c'est combien d'euros à peu près? 300 grivnas, c'est 10 euros. D'accord. Donc, c'est très peu alors. C'est très peu. C'est juste du transport. Si tu manges là-bas une fois, 2 fois, c'est presque fini. D'accord. J'avais juste ça, mais heureusement, il y avait mes amis qui avaient un peu d'argent. On a bougé là-bas vers les 15 heures. On est parti chez notre ami, le contracteur, parce qu'on est un peu proche vers la fin. Et on est parti déposer ma petite sœur avec notre amie Fatima qui ne voit pas. Dès qu'on les a déposés là-bas, nous, on a pris nos sacs à dos, juste des sacs à dos, on a bougé pour essayer d'arriver au moins jusqu'à la frontière. Mais on ne savait pas comment ça allait être la route. C'était dans l'imprévu. Juste, on fonçait tout droit. Tout était flou, en fait. Ouais, tout était flou. Déjà, il y avait les paniques, tout le monde, il n'y avait plus de bus, tout était en arrêt, tout le monde fuyait. Donc, il ne fallait pas qu'on reste assis là-bas, nous aussi, comme les autres. Ce n'est pas logique. Quand il y a la guerre, tout le monde fuit. Tu es un étranger, tu ne peux pas rester assis sur place. Donc, nous aussi, on a foncé, on a dit aux autres d'attendre, peut-être il y aura l'occasion. De partir, de vous rejoindre. Oui, de pouvoir nous rejoindre. Et vous, vous êtes allé où une fois que vous avez pris vos sacs à dos et que vous êtes parti donc dans l'imprévu total, dans le flou, dans la peur, dans la crainte? Vous êtes allé vers la frontière polonaise? Dès qu'on est parti déjà, c'était
1600 km parce qu'on avait utilisé le GPS pour voir. Le GPS vous a dit qu'il y avait 1600 km entre votre position et la frontière polonaise. Oui, et la frontière polonaise. D'accord. Déjà, dès qu'on a bougé, on a marché presque 7 km comme ça, là où on est, pour aller jusqu'à la gare, pour voir si on va voir des bus qui sont disponibles, des trains. Mais parce que 1600 km, c'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est traverser un pays, pratiquement. Oui, c'est traverser. Parce que nous, on est en bas. Dans le sud dans le sud, auprès de la mer. Et la frontière est en haut. D'accord, dans le nord, plus au nord. Oui. Dès qu'on a bougé là-bas, et on est parti à la gare, on a vu, il n'y avait plus de bus, il n'y avait plus de tickets, tout était fini. Donc, on était comme ça. Tout le monde fuyait. Donc on était perdus, on ne savait rien quoi faire. Maintenant, vous avez trouvé des bus? Oui, heureusement, on a un frère là-bas, guinéen. Il a consulté sur le net. Il a vu là-bas, il y avait une bus qui voulait partir à Ouman. D'accord. Ouman, c'est une autre ville ukrainienne. Oui, ukrainienne, mais ce n'est même... c'est juste tout près d'Odessa, ce n'est même pas loin. C'est juste pour pouvoir de sortir là-bas parce que c'est petit à petit. Oui, c'est étape par étape. Oui, c'est étape par étape. Dès qu'il a pu nous acheter ça, on est parti, on a embarqué vers les 23 heures comme ça. D'accord. Dès qu'on a bougé là-bas, on est arrivé dans les déserts à Ouman. Désert, on est arrivé là-bas. Il nous avait dit dès qu'on arrivait là-bas, on allait voir d'autres bus ou bien pouvoir acheter aussi d'autres tickets en ligne. Dès qu'on est arrivé là-bas, on a vu que tout était fermé. Donc vous avez dormi sur place? Pas dormi, arrêté même. Il n'y a même pas de là où s'asseoir. Il y avait tellement de monde. De 3h à 11h du matin, vous étiez debout? De 3h à 11h du matin, on était debout. Il y avait le frère de mon ami qui quittait à Odessa parce que lui, il avait dit qu'il n'allait pas bouger. Donc, il n'avait pas peur, il allait rester. Maintenant, il a décidé qu'il va venir. Donc, vous rejoindre à Ouman? Partir là-bas. À la frontière. Partir à la frontière. Mais il était obligé de passer à Ouman. Soit qu'il arrive jusqu'à la gare là-bas, ou bien dès qu'il arrive à côté, il contourne. Mais mon ami lui a appelé, il a dit, ah, mon frère, je suis ici. Si tu peux passer me prendre. Et lui, il était avec sa femme ukrainienne, avec seulement son enfant, dans la voiture. Les 5, on a cotisé pour eux de l'argent là-bas pour compléter. Moi, j'ai donné mes 100 grivnas qui restaient. Et j'ai complété là-bas. D'autres ont donné 500 grivnas, d'autres 1000 grivnas pour compléter leur transport. Et ils ont embarqué là-bas. On a bougé là-bas pour la frontière. Et donc, vous étiez dans cette voiture. Est-ce que tu étais un peu plus rassuré déjà d'être en voiture et de foncer vers la frontière et d'être avec des compatriotes? Est-ce que ça te rassurait déjà un petit peu plus? Oui, j'étais un peu rassuré car il y avait des amis et un frère. On espérait un peu plus. Un peu plus de personnes? Un peu plus de pouvoir arriver jusqu'à la frontière. Tu avais un peu plus d'espoir de partir? Oui, de partir. Parce que déjà la route ne faisait que commencer. On avait juste fait dans les 500 km comme ça. Et donc à partir de là, vous êtes arrivé donc à la frontière? À partir de là, on est bougé, on est parti. On a passé la nuit sur la route. Notre frère, je ne sais pas si c'est sa femme qui avait peur ou si c'est pour son enfant. Il n'a pas voulu que je le remplace, il avait sommeil. Mais on s'était arrêté sur la route pour qu'il puisse dormir au moins 15 minutes parce qu'il avait trop sommeil. C'est là qu'est venue une patrouille parce que moi et mes 2 amis, on était dehors. Ils sont venus pour nous contrôler, ils nous ont demandé d'où on partait. Le frère de mon ami nous avait dit si quelqu'un nous demande, on dit on part juste devant. Parce que les étrangers, ils sont ciblés déjà. D'accord. Donc de ne pas dire que vous alliez à la frontière, mais que vous alliez juste un peu plus loin. Un peu plus loin, parce que ça a éclaté derrière. Donc on allait juste un peu plus loin. D'accord. Ils nous ont demandé nos papiers, on a montré, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on faisait là-bas.
Et ça prouve pas les sans-papiers. Ils nous ont dit de parler, on a parlé. Et déjà, ce qui nous a poussé à expliquer, derrière, ils recrutaient des personnes si tu voulais faire la guerre. D'accord. Si tu voulais participer. Parmi les étrangers. Ouais, parmi les étrangers. Nous, oui. On a vu 3 groupes qui nous ont arrêtés. Même à Odessa, ils nous ont proposé de partir les rejoindre. Ils vont nous donner des fusils. On va monter des barrières. On va défendre là-bas. On vous a demandé de participer à la guerre. Ce à quoi vous avez répondu non. Déjà, on les a dit, on part devant, on va voir. D'accord. Parce que quelqu'un ne peut pas vous demander ça. Direct, tu dis non. Tu lui dis non. Alors son pays est attaqué. Tu vas le vexer. Et il peut s'effacer là-bas et faire des trucs. Tu ne pourras rien riposter, rien faire. Ils ont des fusils. Oui. Donc, on a utilisé l'intelligence. On a dit, on va voir. On part juste un peu devant, on va voir les possibilités. D'accord. Dès qu'on est quitté là-bas, on est parti à 25 km de la frontière, ou bien 15, ou bien 20 de la frontière. Lorsqu'on est arrivé, il y avait trop d'embouteillages et ils ne laissaient pas les voitures passer. D'accord. Ça dit quand même beaucoup de l'ambiance qui était stressante. Faut pas dire qu'on ne s'engage pas dans la guerre. Faut pas dire qu'on va à la frontière. Ouais. Il y avait quand même beaucoup de... J'ai l'impression que c'était quand même très angoissant à vivre. Ouais, c'était très angoissant. Et donc à 15 km à peu près environ de la frontière, il y avait beaucoup d'embouteillages. Qu'avez-vous fait à ce moment-là? On est resté là-bas pendant 2 heures de temps comme ça. On a bougé vers 500 mètres. D'accord. Vers 500 mètres, on s'est dit, on ne peut pas passer la journée ici. Il y a le temps qui file. On ne sait pas ce qui se passe devant. Donc, ce qu'on a mis à faire, c'est de laisser le grand frère là-bas avec les sacs. Oui. Et il y a même mon ami qui a laissé son téléphone en charge dans la voiture. On a commencé de marcher, on est parti pour juste voir. Pour commencer, on a bougé juste pour aller voir ce qui se passe devant. Oui, pourquoi ça bloque? Ouais, pourquoi ça bloque, ça ne passe pas. Dès qu'on est parti, petit à petit, on est parti jusqu'à ce qu'on a vu, on est déjà parti loin. Il y avait une bus qui passait là-bas. Déjà, ils nous ont dit, vous partez où? On a dit, juste devant, ils nous ont dit, ok, venez monter. On a marché le reste pour arriver à la frontière. Et une fois à la frontière, que s'est-il passé? Dès qu'on est arrivé à la frontière, juste avant qu'on arrive à la frontière, il y avait les gens qui nous interpellaient, nous disaient, vous partez où? En marchant, on a dit qu'on parte à la frontière. Ils ont dit, si vous voulez, retournez-vous. Parce que nous, on était là-bas depuis hier, on n'a pas pu rentrer, il n'y avait pas les garçons qui rentraient. Entrer en Pologne, donc. Oui, qui rentraient en Pologne. D'accord. Et que c'est les femmes. Donc rappelons-le, la Pologne, c'est l'Union européenne, c'est l'espace Schengen. Donc voilà, ils vous ont dit que les femmes et les enfants pour l'instant. Oui, que ce n'est pas la peine de partir là-bas si tu n'as pas une voiture. Parce que les voitures, ils contrôlent juste la voiture. Si tu as les papiers, tu rentres sans problème. Les papiers, si tu es... Les papiers de la voiture, si c'est régularisé, c'est complet, tu pars juste, tu n'as pas de problème. Dès que tu as une voiture, tu viens. C'est pas si c'est 5 voitures par combien de temps qu'il faisait. D'accord. Dès que tu as une voiture, tu passes avec la voiture, c'est bon. D'accord. Nous, dès qu'on est arrivé, maintenant, on a vu tout le monde était en train de chercher des voitures. On est arrivé à la frontière à 15 heures. On a commencé maintenant à chercher des voitures et avec qui on va pouvoir traverser. D'accord. Moi, avec mon ami, on a vu d'autres Guinéens là-bas aussi. Mais tout le monde c'était chacun pour soi. Oui. Juste nous les 3 amis, il n'y avait pas à dire grand frère, lui c'est quelqu'un comme ça, on se connaissait. Il y avait des membres qu'on appelle Argo. Il y avait des personnes là-bas, mais ils ont mobilisé des personnes dans le groupe, mais c'est juste comme des paroles. D'accord.
Il y a quand même eu des tentatives d'organisation alors, mais, oui, mais qui n'ont pas abouti. Qui n'ont pas abouti. C'est pour donner des informations, c'est ce qui se passe. Mais nous, on a vu des membres là-bas, ils nous ont juste dit de ne pas se presser, faire doucement. On est parti, on ne les a pas revus. Je ne sais pas s'ils étaient rentrés ou ils sont partis où. D'accord. On a cherché des voitures. Déjà, il faisait au moins, je ne sais pas si c'est moins 7 ou 8 degrés comme ça, parce qu'il faisait trop frais là-bas. Oui. On a cherché là-bas durant presque jusqu'à 23 heures comme ça. De 16 heures à 23 heures, on cherchait des voitures. Si tu pars, les Ukrainiens, ils te font comme ça. Si tu es noir, ou parce que disons-le, il y a eu des accusations de racisme. Oui, il y a eu des accusations, mais nous, dès qu'on venait pour demander aux gens s'ils peuvent nous prendre, il y avait d'autres personnes, ils étaient seuls dans une voiture, et c'est normal, tu viens lui demander s'il peut partir avec toi. Ah, c'était des Ukrainiens. Vous demandiez donc aux Ukrainiens qui étaient véhiculés. Oui, qui étaient véhiculés de partir avec nous. On les suppliait même, les mains joignées. Oui. Mais dès que tu fais comme ça, ou bien ils te voient, ils te font comme ça, ou bien d'autres, ils tournent la tête. Oui. Ou bien d'autres, s'ils te regardent comme ça, tu vas savoir que les yeux parlent. Tu n'as même pas besoin d'insister. D'accord. On a tapé des portes, tout le monde. On a fait au moins 3 kilomètres. On a eu personne. Des bouchons. Oui, en demandant aux voitures arrêtées. Et personne n'a voulu. Personne n'a voulu. Tout le monde disait, d'autres disaient, il y a mes amis qui m'attendent, ils faisaient des prétextes. Excuses, quoi. Oui, des excuses. D'accord. Donc vous avez fait un feu à même le sol. Oui. D'accord. Au niveau, pas loin de la frontière, dans la zone frontalière. Il y avait le grand rond-point là-bas. D'accord. Donc vous avez passé la nuit finalement. On est resté là-bas jusqu'à 4 heures. J'ai dit à mes 2 amis, frères, on ne peut pas passer la nuit ici. Ils avaient annoncé au micro que demain, il y aura 400 personnes qui allaient arriver vers les 7h, 8h à pied. Donc on est déjà nombreux là-bas. Si on reste là-bas jusqu'à ceux-là, ils arrivent, il y a des Ukrainiens et trucs. Nous, on savait déjà, on n'était pas priorité pour passer là-bas. De 15h à 4h, on a essayé, on n'a pas pu passer. Si les autres là se rajoutent là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Je les ai convaincus, ils ont dit non. Essayez de ne pas faire des bêtises. Si on force là-bas, ils vont nous attraper. J'ai dit, mon frère, tu es quitté jusqu'à Odessa pour arriver jusqu'à ici, pour croiser les bras ou bien pour passer. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Tout le monde était traumatisé. Donc tu as essayé de motiver un petit peu tes amis, quoi. Pour motiver mes amis, pour qu'on puisse au moins traverser. Si tu traverses au moins, même si tu es derrière la barrière, tu peux te coucher là-bas ou reposer. Parce que ça faisait 3 jours on n'a pas pu dormir. Mais traverser comment, puisque vous étiez à pied? Je les ai motivés, je suis venu voir le vigile et je lui ai dit, frère, il faut nous laisser passer. Il a dit, non, il y a trop de trucs, de turbulences, vous ne pouvez pas rentrer, vous allez faire des dégâts et trucs. J'ai dit, depuis longtemps, on est ici. Pourquoi pas nous laisser, même si c'est un peu de personnes rentrer après, vous allez laisser d'autres rentrer après 5 minutes ou 10 minutes. Elle a dit, ah, ok, oui, c'est une bonne idée. Donc le vigile, c'était un agent à la frontière. Ouais. Donc vous lui avez dit, laissez-nous passer. Et puis, attendez un petit moment et laissez d'autres passer. Essayez de fonctionner comme ça pour pas qu'il y ait de pagaille. Pour ne pas qu'il y ait de pagaille. Parce que les voitures, il avait stoppé là où les voitures rentraient. Et vers là où rentraient des personnes, on avait 0,000 sens pour pouvoir rentrer par là-bas. D'accord. Et il a accepté ou pas? Finalement, il a dit, ah ok, il va nous laisser entrer, mais je dois coordonner pour qu'il ouvre un peu, il fait rentrer 5 personnes. Après 10 minutes, il fait rentrer 5 personnes. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient déjà, faisait beaucoup de monde. Il y avait trop de personnes qui se bousculaient. Oui. Si tu n'as pas de force, tu ne peux même pas rester au milieu. Oui. Si tu n'as pas de la taille, tu n'es pas assez costaud, tu ne peux pas rester au milieu. Il y avait de bousculades. Tout le monde était comme paniqué. Tu ne peux pas rester là-bas. Je me suis entendu avec le gars nigérian. Là, lui, il était plus jeune que moi. Avec les 2 autres, là,
on a essayé de couvrir la porte. Mais on a vu si ça continue, c'est jusqu'au niveau du 4e tour ou 5e tour, ils vont stopper. Oui. Ça se trouvera que nous, qui sont en train de se battre pour que les autres rentrent là, on ne va pas rentrer. Donc ceux qui vont venir là, ils vont se rajouter. Il y aura des Ukrainiens, nous, on va rester là-bas encore. Déjà, on a dit ce qu'on va faire. Ce qui est mieux ici, c'est de forcer la rentrée. Déjà, on a conclu. Il y avait beaucoup de monde derrière. Tout le monde poussait comme ça. C'est comme ça qu'on faisait pour les retenir, ceux qui sont derrière. Okay. Et déjà, on a convenu ça. Pour la 3e position, on a dit, frère, s'il ouvre la porte, la première personne rentre, la deuxième, après, tout le monde pousse. D'accord. Parce qu'il y avait trop de monde. Oui. Et déjà, lorsqu'ils ont ouvert, tout le monde a foncé. Il y avait 5 agents là-bas. Déjà, ils ont essayé de résister. Tout le monde a poussé. Oui. Tout le monde a poussé. L'autre, ils ont même donné mon ami un coup sur le visage, mais il n'a pas reculé. D'accord. Tout le monde a poussé. D'autres ont tombé, ils se sont blessés. Ils sont rentrés. 25 personnes ou plus sont rentrées. Dont vous. Dont toi. Oui. Oui, avec mon groupe là où on était là, 25 personnes ont pu rentrer. Dès qu'on est rentré, tu pars là-bas, tu t'enregistres, on fait un cassé de 53 jours. 53 jours, tu es free dans l'Union européenne. Et donc, tu étais à la gare en Pologne, tu attendais ta sœur et vos amis. Et une fois là-bas, donc, tu as rencontré un Polonais qui a payé vos billets. Pour aller en Allemagne, si je comprends bien. Oui, le gars, il a payé presque la moitié de nos billets. D'accord. Pour pouvoir venir en Allemagne, il nous a montré là où ils ont installé pour que les gens puissent dormir. Donc, il vous a aidé, quoi. Oui, le gars, il nous a bien aidé et on s'est bien installé là-bas. On a passé la nuit là-bas. D'accord. Et ta sœur est arrivée dans les jours qui ont suivi ou tu l'as attendue longtemps? Non, c'est ce même jour qu'elle est arrivée, mais vers les 1h, 2h comme ça. D'accord. Et à ce moment-là, est-ce que vous aviez quand même des nouvelles de vos parents en Guinée? Vous étiez en contact un petit peu parce que vos parents devaient être inquiets et avoir peur. Non, moi avec mes parents, je n'étais pas en contact avec eux. C'est lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai pu charger mon téléphone. Il y a une fille qui m'a donné une puce là-bas. Il y avait de la connexion là-bas, je ne sais pas si c'est 2 gigas. J'ai utilisé ça pour appeler ma sœur pour qu'elle puisse nous envoyer de l'argent si elle en a. Ta sœur donc qui est en Guinée, une autre sœur? Ma sœur qui est ici. En France? Oui. Madame Ba? Oui, Madame Ba. D'accord. Pour qu'on puisse venir ici, c'est en ce temps que j'ai commencé à parler avec elle, mais les parents en Afrique, ils n'avaient aucune nouvelle. Ouais. Souleymane, maintenant tu habites en France, c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Tout d'abord, est-ce que tu es satisfait de cette vie aujourd'hui? Ouais, on peut dire, ouais, ça va actuellement. D'accord. Tout passe bien jusqu'à présent. On essaie de récupérer. On n'a pas fait grand-chose d'abord, mais on peut dire ça va, ça va. D'accord. Le gouvernement guinéen a débloqué des fonds pour donc, les Guinéens qui, dans ta situation, qui quittaient l'Ukraine en guerre. Est-ce que tu as entendu parler de ce fonds-là déjà, pour commencer? Oui, j'ai entendu parler. D'accord. Est-ce que tu as touché de l'argent de ce fonds-là? Non, je n'ai pas touché encore. Ok, comment ça se fait? Tu as eu des informations par rapport à l'ambassade ici? Qu'est-ce qu'ils vous disent? J'ai eu beaucoup d'informations. Il y a mes amis en Allemagne et déjà ils ont reçu. Ça fait au moins une semaine comme ça, ils ont reçu, mais ici jusqu'à présent, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ils parlent dans notre groupe là. Il y a des magouilles, il y a d'autres qui s'inscrivent là-bas alors qu'ils étaient déjà inscrits. Ça va faire le double. Il y a d'autres qui essayent de faire du business là-dedans. D'accord. Donc, ils essaient de mettre ça au clair avant de pouvoir partager. Jusqu'à présent, on est là-bas et on n'a rien reçu ici d'abord. Et pour finir, quels sont tes projets futurs maintenant que tu es en France? Qu'est-ce que tu comptes faire?
Actuellement, dans le prochain futur, je vais essayer de me régulariser complètement d'abord. D'accord. Et essayer de poursuivre mes études. En informatique, donc? En informatique, ou bien dans d'autres cas, si ça dépendra du temps. D'accord. Parce que l'informatique, ça prend plus de temps que les autres branches. Et je vais voir si l'informatique, c'est 5 ans. Et je vais voir si ça va me permettre d'étudier encore 5 ans ou bien d'étudier autre chose qui va me faire 3 ans ou 4 ans ou 2 ans comme ça. D'accord. Et pour finir, est-ce que tu comptes rentrer bientôt en Guinée ou pas encore? Actuellement, je suis là d'abord. On va voir dans le futur ce que le futur nous réserve. Parce que là, on ne peut pas prédire le futur exactement. Oui. En tout cas, merci beaucoup Souleymane pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui dans Diaspora Pluriel qui nous a permis d'avoir un aperçu de ce que les Guinéens vivaient là-bas. Nous te remercions beaucoup et on te dit à très bientôt Souleymane. Merci, c'est gentil, à vous de même. Bonjour Monsieur Ba. Bonjour. Pouvez-vous présenter à nous s'il vous plaît votre nom et prénom? Je me nomme Ba Ibrahim. Qu'est-ce que vous faisiez en Ukraine? Études ou travail si possible dans quoi? J'étais étudiant à l'université humanitaire de Odessa en Ukraine. Quel était votre état d'esprit quand la guerre a éclaté? Lorsque la guerre a été déclenchée, c'était au 12e jour de l'offensive russe en Ukraine. Odessa a été bombardée le 11 mars dans les environs de 11 heures. J'étais à l'école, j'étais à l'université, j'étais en plein cours lorsqu'ils ont bombardé notre ville. Comment avez-vous pu quitter en Ukraine? Comment vous vous débrouillez? Lorsque Odessa a été bombardée, il y avait des paniques, il y avait des peurs un peu partout. C'est de là que j'ai quitté à Odessa le 11 mars à 21h. Je suis arrivé à Ouman, une ville environ de 270 km entre Odessa et Ouman. Je suis arrivé à Ouman à 1h. J'ai passé ma première nuit là-bas. J'ai passé toute la journée et j'ai quitté là-bas encore pour Ternopil, une ville située encore à peu près 348 km de Ouman. Je suis arrivé à Ternopil, il n'y avait pas assez de routes, la Russie, ils ont déjà bombardé la route en allant vers Lviv. Donc j'étais obligé de passer la nuit à Ternopil. Je restais là-bas encore 2 jours. Le 3e jour, j'ai quitté pour Lviv. Lviv, c'est une ville frontalière de Pologne, donc tout le monde venait vers là-bas pour rentrer en Pologne. Donc je suis arrivé à Lviv le 18 mars à 6 heures. C'est de là que j'ai pris le train pour Pologne. Le train a été envoyé par le gouvernement ukrainien. Comment avez-vous passé la frontière polonaise? Parce qu'il y avait du racisme, que les gens disent. C'était dans des conditions très très délicates entre le Lviv et Pologne. Parce qu'il y a assez de contrôle. La route était envahie par les Russes déjà. Donc il y avait des difficultés, notamment les étrangers. Par exemple, moi je suis un étranger, j'étais étudiant, je suis encore noir. Donc j'ai vécu quelques racistes en cours de route. Mais Dieu merci, je suis bien rentré en Pologne. Comment avez-vous quitté la Pologne pour... La Pologne, je voulais rester en Pologne,
Mais c'était un peu difficile pour moi parce que je ne comprenais pas leur langue. Donc, je disais nécessaire de quitter. J'ai quitté en Pologne en train et suis arrivé à Varsovie, la capitale de Pologne, parce qu'il y a la distance entre la frontière polonaise et Varsovie, la capitale Pologne. Il y a une grande distance, à peu près 300 km. Mais je suis venu en train jusqu'à Varsovie. J'ai passé la nuit à Varsovie. J'ai pris encore le train pour l'Allemagne. Arrivé en Allemagne, le matin, je ne pouvais pas rester encore en Allemagne parce que c'était dur pour moi, parce que je ne comprenais pas leur langue. Donc, je disais nécessaire encore de continuer jusqu'à France. C'est comme ça que j'ai quitté en Allemagne. J'ai pris bus pour venir en France. Et j'ai fait 2 jours entre Allemagne et France. Quelle est votre nouvelle ville maintenant? Depuis que je suis venu en France, j'ai pas eu un hébergement particulier. Je me débrouille seul. Parfois j'ai passé la nuit dans les métros. Parfois j'ai passé la nuit chez mes amis. Donc jusqu'à présent ma situation est un peu délicate. Quel est votre projet de vie ici en France maintenant? Bon, je suis là, je voulais continuer mes études, ma formation, parce que j'ai quitté chez moi pour une formation meilleure. Donc, mais comme Dieu a voulu autrement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. J'attends la réaction du gouvernement français. Est-ce que vous avez entendu parler du fonds débloqué pour vous? Avez-vous perçu une partie de cet argent? En effet, j'ai entendu que le président guinéen a débloqué une somme de 100 000 dollars américains. Mais jusqu'à présent, on n'a pas reçu l'argent. On nous a programmé 2 fois à l'ambassade, mais jusqu'à présent, aucune nouvelle. Bonjour Maki. Oui, bonjour Yeretou. Ça va bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Donc moi, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans Diaspora Plurielle, donc l'émission qui s'intéresse à la vie de la diaspora guinéenne et africaine à l'étranger. Donc, tout d'abord, merci d'accepter de nous parler aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de retours, on a eu pas mal de témoignages d'Africains dans les émissions sur des chaînes telles que France 24, ainsi de suite, mais on n'entend pas beaucoup les Guinéens. Donc l'idée de cette émission, justement, c'est d'entendre la parole des Guinéens. Donc avant ça, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter à nous, ton nom, prénom, ce que tu faisais en Ukraine avant que la situation ne dégénère? D'accord, donc bonsoir à tout un chacun. Donc mon nom c'est Kamara Maki. Donc je suis venu en Ukraine depuis fin 2011, le 25 novembre 2011. Voilà, donc quand je suis venu en Ukraine, pour un début j'étudiais. Après les études, j'ai commencé de travailler donc, dans un centre d'appel. Donc, c'était ça mon domaine. Donc, je travaille dans un centre d'appel puisque je parle l'anglais et le français. Donc, du coup, on s'en sortait un peu, quoi. Donc, c'est ce qu'on faisait comme travail en Ukraine. D'accord. C'était mon travail. Ok. Et est-ce que avant que la situation donc ne bascule, avec les actualités qu'on voit passer aujourd'hui et ce qu'il s'est passé, est-ce qu'avant que ça ne bascule, tu avais entendu des rumeurs sur une prétendue guerre qui allait arriver? Est-ce qu'il y avait déjà des rumeurs qui couraient, toi, dans ta ville? Oui, vous savez, la crise entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas une crise récente. Donc, depuis 2014, il y avait cette crise entre la Russie et l'Ukraine. Seulement concernant la guerre, c'est vrai qu'il y avait la Russie qui disait si l'Ukraine adhérait dans l'OTAN, il allait déclarer la guerre en Ukraine. Mais franchement, personne n'y s'attendait, personne ne croyait que ça allait passer comme ça. Jusqu'à le 24 février
Donc, à partir de 2h, comme ça, 1h, 2h, on a entendu le bruit de 2 bombardements. Donc, moi, personnellement, j'ai cru que c'était de feux d'artifice. Je ne m'attendais pas à une guerre. Donc, c'est le matin que les gens m'ont appelé en me demandant qui est-ce que tu es au courant qu'il y a eu 2 bombardements ici. J'ai dit, je pensais que c'était des feux d'artifice. Ils disent que ce n'était pas le cas. Donc, c'était des bombardements. Donc, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ça passe ainsi. Donc, pour moi, ça a été une surprise et beaucoup de personnes pensent comme moi également. Et quelle est ta ville? Où est-ce que tu habitais en Ukraine avant d'aller plus loin déjà? C'était quoi ta ville? Oui, la ville où j'habitais s'appelle Odessa. Odessa. D'accord. Voilà. Ok. Donc, le lendemain, tu as été contacté par tes amis. Donc, si je comprends bien, toi, tu es quand même beaucoup intégré dans la communauté guinéenne d'Ukraine, c'est ça? Oui, je suis le vice-président de notre association appelée AGO. Oui. Donc, je suis le vice-président. Oui. Je suis aussi, j'ai beaucoup d'amis dans des différentes villes, donc je communique souvent avec les Guinéens. Donc, raison pour laquelle j'ai été contacté par des amis qui habitent à Kiev et de Kharkov, donc ainsi de suite, qui m'ont demandé vraiment de prendre des mesures par rapport à cette guerre, parce que là, c'est un peu quand même effrayant. Oui. Donc, de ne pas perdre le temps et puis de prendre ma famille pour prendre la fuite. Donc, toi, tu habitais là-bas avec ta famille alors? Oui, j'ai une femme et aussi 2 enfants. Oui. D'accord. Et où sont-ils aujourd'hui? Ils sont avec toi en Allemagne maintenant? Oui, nous sommes tous ensemble actuellement, oui. D'accord. Donc cette association de Guinéens en Ukraine, c'est très intéressant parce qu'on entend beaucoup parler des associations en France, aux États-Unis, mais beaucoup moins dans des pays tels que l'Ukraine. Donc est-ce que d'ores et déjà, vous êtes nombreux dans cette association? Est-ce qu'il y a beaucoup de Guinéens en Ukraine? Oui, il y a beaucoup d'Ukrainiens. La ville d'Odessa, je pense que c'est la ville où il y a plus de Guinéens en Ukraine. Mais en Odessa, quand même, c'est notre groupe Viber, parce qu'on avait un groupe où on communiquait souvent. Oui. Il y avait plus de 100 et quelques Guinéens dans ce groupe. Et c'est pas aussi, il y a souvent, tu sais, dans chaque structure, il y a souvent des personnes qui ne veulent pas adhérer dans une association. Oui. Donc, les 100 et quelques Guinéens qu'on comptait dans ce groupe, ce n'étaient pas les seuls Guinéens. Il y avait d'autres qui n'adhéraient pas, qui n'étaient pas avec nous. Mais quand même, on peut estimer, c'est possible d'avoir plus de 300 à 400 Guinéens dans tout l'Ukraine. Ah oui, d'accord. Et comment expliquer justement que vous ayez choisi l'Ukraine avec la barrière de la langue qu'on connaît? Pourquoi l'Ukraine? Non, l'Ukraine, pour un début, moi, quand au début j'avais eu le visa pour venir en Ukraine, je n'avais pas trop d'informations concernant le pays. Mm-hmm. Donc, je me rappelle avoir demandé beaucoup d'amis, c'est quoi, l'Ukraine, c'est quel genre de pays, donc comment là-bas les gens survivent, comment ils arrivent à se démerder, comment ils arrivent à étudier. Mm-hmm. La plupart des Guinéens qui viennent en Ukraine, ils viennent pour les études. Donc, on leur donne un visa d'études pour venir. Et puis, la plupart aussi, les études en Ukraine, c'est moins cher. Donc, du coup, côté financier, c'est beaucoup plus avantageux. Oui. Ça permet de venir étudier et puis aussi faire une formation sur la langue russe. Oui. Et on voit aussi un niveau côté scolaire. Donc, c'est ce qui m'a poussé à venir pour les études. D'accord. Donc revenons donc au jour J, au jour où la guerre a basculé. Aujourd'hui, on en parle de façon un peu plus décontractée, mais il ne faut pas oublier que je pense que l'atmosphère devait être pesante. Quand tu étais persuadé maintenant qu'il s'agissait d'une guerre et que la Russie venait d'envahir l'Ukraine, quel était ton état d'esprit à ce moment-là? Non, moi, pour un début, comme toujours, si dans les crises pareilles, j'essaie de me calmer, de ne pas trop me précipiter, parce que j'ai eu beaucoup d'amis qui ont bougé avant moi. Moi, je ne pouvais pas le faire parce que pour un début, il y avait mes enfants qui étaient à l'hôpital, donc je ne pouvais pas bouger le même jour. Mm-hmm. Donc, j'ai attendu jusqu'à le vendredi, c'était, je pense, le 25, que ma famille est revenue à la maison, donc avec les amis aussi et tous les conseils qu'on me disait. Donc, il ne faut pas rester. Au fond de moi, je me disais que ça allait se calmer, donc de ne pas se paniquer. Finalement, j'ai pris ma famille et puis il y avait les gens qui partaient dans le train. Donc, il n'y avait pas de place, mais on s'est arrêté jusqu'à dans la ville de Lvov. C'est à Lvov là-bas qu'on embarquait les gens. Donc, pour un début, on évacuait les femmes et les enfants parce qu'on dit souvent dans une zone de guerre, c'est les femmes et les enfants qui doivent être en priorité. Oui. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, quand j'ai embarqué ma famille, je voulais insister à aller avec eux. Mais ils n'ont pas accepté. Ils disent que non, les hommes ne peuvent pas partir pour l'instant.
Donc, j'ai un peu forcé la situation. Donc, on s'est un peu là-bas poussé avec les policiers. Mais on dit non, la loi, c'est la loi. Les femmes d'abord et les enfants. Après, si les femmes et les enfants partent, ensuite, c'est les hommes. Donc, j'ai embarqué ma famille. Et moi, avec mes amis, on a déplacé un taxi. Ce taxi nous a envoyé jusqu'à un certain niveau où il y avait beaucoup d'embouteillages. Donc, du coup, il ne pouvait plus continuer. Il s'est arrêté là-bas. Il restait 25 km à marcher. Donc, il s'est arrêté là-bas. Et mes amis et moi, nous avons continué en marche. Vous étiez combien, Maki, à ce moment-là, avec tes amis? Le taxi, nous étions 4 dans le taxi. Nous étions 4 personnes. Et tous des Guinéens? Tous des Guinéens, oui. D'accord. Et, Voilà. et donc, oui, vous avez pris le taxi. Il vous a donc laissé à 25 km de la frontière. Frontière, oui, oui. De quelle frontière? La frontière avec la Pologne? Oui, avec la Pologne, oui. Oui, d'accord. Et comment vous avez fait ensuite? Ensuite, une fois à la frontière, donc, les gens, comment dirais-je, tu viens, tu dis que vraiment que nous, la frontière, parce qu'il y avait plusieurs frontières avec la Pologne, il y avait, je pense que 3 ou 4 frontières. Donc, moi, la frontière que j'avais pris, on était 3 arrivés parce qu'il y avait une personne là qui ne pouvait pas marcher rapidement comme nous. Du coup, nous l'avons laissé derrière nous. Et puis, arrivé à la frontière, on a dit vraiment il faut qu'on passe parce qu'il y a nos femmes qui nous attendent là-bas. Le monsieur ne voulait pas nous laisser passer. Il a dit attendez, je vais d'abord appeler le commandant en chef. S'il autorise à ce que je vous laisse, je vais vous laisser. C'est un militaire à ce moment-là? Oui, oui, c'était un garde frontalier, oui, c'est un militaire, oui. D'accord. Donc, et il a appelé son commandant. Oui. Il nous a autorisé de passer. Il dit qu'on peut passer. Donc, on est passé. Ça, c'était à combien de jours du début de la guerre, précisément? Non, je pense que c'était le 26. Je pense que c'était le 26, c'est passé. Il y avait 2 jours, je pense que 2 jours. Oui. Ok, donc on était en plein dedans. C'était vraiment les premiers jours, quoi. Voilà. D'accord. Donc vous avez pu passer à cette frontière polonaise. On a entendu beaucoup de témoignages et de personnes dire que du fait de leur couleur noire, on les a empêchés de passer. Donc toi, si je comprends bien, d'après ton récit, tu n'as pas fait face à ce type à du racisme. Non, pas du tout. Vous savez, comment dire, les gens qui disent cela, qu'on ne les a pas laissés passer à cause de leur couleur, je vais pas dire que c'est faux, parce que je ne suis pas dit, je n'étais pas présent avec leur situation. La cible qu'ils ont eu, c'est comment dire, cet acte-là, cet acte de racisme. Mais moi, personnellement, ainsi que tous mes amis qui ont réussi à passer, il n'y a aucun qui a été bloqué par du racisme. Donc, si tu es un noir et que tu disposes du passeport ukrainien, la loi dit de 18 ans à 60 ans, tu ne dois pas quitter le territoire. Tu dois faire participer à la guerre. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, même si tu es noir ou arabe ou c'est pas n'importe quelle race, si tu as le passeport ukrainien, tu ne peux pas quitter le pays. Il faut que tu participes à la guerre. Mais un simple noir qui a une simple résidence, s'il y a la guerre comme ça, tu as le droit de quitter. Raison pour laquelle moi et mes amis, on a quitté facilement là-bas. Toi, tu as le passeport ukrainien? Non, je n'ai pas le passeport. Toi, tu as un titre de séjour. Voilà, c'est une résidence de 10 ans, donc, pour laquelle je n'ai pas de difficulté à passer. Moi ainsi que tous mes amis, on n'est pas tout simplement de problème. D'accord. Et voilà. Donc, tu es arrivé en Pologne, donc la Pologne, c'est l'Union européenne. Une fois que tu es entré dans l'espace Schengen, comment cela s'est passé maintenant de la Pologne à l'Allemagne où tu vis aujourd'hui? Donc, pour un début, quand je suis venu en Pologne, et puis j'avais aussi laissé mon passeport avec ma belle-mère, mes beaux-parents ici. Donc, du coup, quand je suis venu à l'aéroport de Pologne là-bas, ils ont vérifié qu'ils n'avaient pas mon passeport avec moi. Ils m'ont dit, OK, pour l'instant, d'abord, ils m'ont demandé, je suis de quel pays nationalité. J'ai dit, je suis nationalité guinéenne. Ils m'ont dit, OK, pour l'instant, alors, nous allons d'abord te garder ici pour vérifier si ton histoire est vraie, si je suis réellement un Guinéen. Donc, j'ai fait là-bas un jour. Mais en même temps, j'ai contacté aussi ma femme. Et tu dormais où pendant ce jour? Ils t'ont logé quand même? Oui. Ils ont envoyé dans un centre d'accueil là-bas avec plusieurs personnes qui avaient le même cas que moi. Okay. Donc, j'ai appelé ma femme, je les ai dit que je suis déjà en Pologne, mais puisque je n'ai pas un passeport avec moi, donc je dois rester là-bas afin qu'ils vérifient mon histoire. Et du coup, ils ont vérifié. Ils m'ont ensuite libéré le lendemain. J'ai rejoint ma femme. Et on a resté en Pologne là-bas, je pense que 2 à 3 jours. Ensuite, nous sommes venus en Allemagne ici. Donc là, quand on est venu,
on n'a pas eu de difficultés aussi également. J'ai été accueilli par un ami aussi, un ami d'enfance de Mamou. Lui, il m'a accueilli ici. Et puis, il m'a envoyé au camp. J'ai resté au camp là-bas 3 jours. Ensuite, ils nous ont fait ici le logement ici. Donc, actuellement, donc si je comprends bien, c'est du camp. Le camp, il était en Pologne ou déjà en Allemagne? Tu étais déjà arrivé en Allemagne? Non, le camp dont je parle, c'est le camp qui est en Allemagne là actuellement, qui est là où on est venu en Allemagne ici. Mais on est resté dans un camp aussi en Pologne, ça c'est pour un seul jour, ensuite on est venu pour l'Allemagne. D'accord. Et maintenant, aujourd'hui, quelles sont tes conditions de vie? Tu as un appartement avec ta famille ou tu vis chez des amis, chez ta famille? Comment ça se passe aujourd'hui en Allemagne? Ici, actuellement, j'ai un appartement logé de 2 chambres. Donc, que le gouvernement allemand t'a fourni, donc. Voilà. Tout va bien, franchement, de mon côté. Ok. Et est-ce que tu as entendu parler justement de ce fonds qui a été débloqué par les autorités guinéennes à destination des ressortissants guinéens qui habitaient en Ukraine? Est-ce que tu as entendu parler de ce fonds? Si, j'ai entendu parler. Comme je viens de dire aussi, je suis le vice-président de notre association, donc raison pour laquelle on m'appelle tous les jours pour me demander par rapport à ce fonds. Certains me disent, c'est comment le partage. Donc, j'ai entendu que d'autres ont reçu leur somme, leur part du gâteau, et moi, jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. Donc, est-ce que tu as des informations par rapport à cela? Je dis oui, j'ai des informations, mais pas des informations concrètes, parce que vous savez, c'est bon, avec la Guinée, ce n'est pas facile, nous le savons tous. Donc, la première somme que les gens ont reçue ici, c'était une somme de 10 000 euros. Oui. Mais, quand nous avons reçu la somme, nous avons dit, pour l'instant, puisque nous avons réussi à passer, nous allons envoyer cette somme aux personnes qui sont encore en Ukraine. Parce que nous, on a déjà réussi à passer, donc pour un depuis, nous allons leur faciliter la tâche afin qu'ils aussi réussissent à traverser. Vous comprenez? Donc cet argent allait être utilisé pour l'Ukraine, pour les Guinéens restés en Ukraine? Voilà. Donc cette somme-là a été distribuée pour les Guinéens qui sont encore en Ukraine. Donc ils ont reçu leur part. Donc ensuite, ils ont encore dit, il y a encore une somme qui est venue encore de 10 000, qu'ils ont encore envoyé en Ukraine, vous comprenez? Et j'ai reçu aussi un appel d'un certain monsieur qui m'a appelé récemment ici, ils disent qu'ils ont commencé à distribuer cette somme à Dortmund aussi, et aussi à Berlin. Donc si j'ai des amis ici dans la même ville que moi, de les contacter, ensuite nous allons partir là-bas pour prendre notre part. D'accord. Et ça, c'est l'ambassade de Guinée en Allemagne qui gère cette distribution? Oui, c'est ça, mais pour être franc, ils gèrent mal la situation parce que, vous savez, tous les pays, il y avait les Ivoiriens, il y avait les Maliens, il y avait les Sénégalais aussi qui ont aidé pour le gouvernement. Oui. Mes amis sénégalais, ils ont reçu une somme de 300 euros par personne. Mes amis ivoiriens ont reçu 700 euros par personne, le gouvernement. Donc, moi, j'ai un ami qui a reçu une somme de 150 euros hier. Il m'a dit vraiment qu'il ne comprend pas comment on peut donner 150 euros à une personne. C'est trop Ça ne suffit pas, bien sûr. D'accord. Voilà. Parce que où on était en Ukraine, il y avait des gens qui avaient leur magasin, des gens qui avaient leur maison, des gens qui avaient leur voiture. Donc, ils ont abandonné tout ça pour venir ici. Oui. Pour dire vraiment qu'on t'aide, on va t'aider vraiment avec une crise pareille, avec un 150 euros, c'est décevant. C'est dérisoire. C'est pas voilà. Donc, pour un début, on avait suggéré de passer par les associations afin qu'ils puissent partager. Parce que là, nous pouvons partager équitablement et savoir aussi comment donner l'argent. Vous comprenez? Il y a des Guinéens qui ont reçu 800 euros, d'autres ont reçu 400 euros, d'autres ont reçu 150 euros, d'autres ont reçu 100 euros. Donc, c'est assez inégal, quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Macky. Précieuse information. Je pense que les Guinéens ont envie de savoir effectivement comment vous vivez, comment vous avez pu partir et comment vous vivez aujourd'hui. Et ma dernière question, c'est quels sont maintenant tes projets futurs? Tu es dans un nouveau pays avec ta famille. Déjà, est-ce qu'avec les papiers dont tu disposes, tu peux recommencer à travailler et commencer une nouvelle vie? Et dans un second temps, est-ce que tu penses que après la guerre, tu pourras rentrer en Ukraine? Oui, pour l'instant, quand même, je pense, mon objectif, c'est quoi pour l'instant? C'est d'abord mettre en sécurité ma famille. Ça, c'est la première des choses. Et je pense ici, quand même, nous aurons une chance parce que la façon dont les Allemands nous ont accueillis, franchement, c'est très bien. Les gens sont logés et puis aussi, on leur paye parfois. Et puis, avec un peu de temps, nous allons commencer à travailler. Donc, concernant la crise aussi en Ukraine, je ne sais pas parce que vous savez, quand il y a une guerre dans un pays, aller retourner là-bas et recommencer à zéro, ça va pas être facile, quoi. Oui, bien sûr. Il faut le temps parce qu'économiquement, le pays va baisser. Donc, du coup, pour recommencer tout à zéro, ça serait difficile. Donc pour l'instant, ta vie est en Allemagne?
Voilà, voilà. Pour l'instant, quand même, c'est telle est mon idée pour l'instant. Bonjour Abdraman, tout d'abord merci d'accepter de nous parler dans le cadre de cette émission Diaspora Plurielle. Donc je suis Djeretou Diallo et cette émission a pour vocation de parler du quotidien et de la vie des Guinéens et des Africains dans leur ensemble dans la diaspora. Moi je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui échanger avec toi parce que c'est très important pour nous de savoir comment nos compatriotes vivent là-bas et comment cela se passe. On a entendu parler des fonds qui ont été débloqués pour vous. Est-ce que ces fonds-là sont bien arrivés à destination? Donc voilà, c'est pour ça qu'il me semblait aujourd'hui très important de parler avec plusieurs Guinéens. Donc il y a toi, il y a d'autres que je vais rencontrer ici à Paris parce que eux sont venus vers Paris. Et puis il y a certains qui sont restés en Allemagne. Enfin ceux qui sont restés en Allemagne, on essaye de discuter donc par téléphone. Bienvenue Abdraman. Alors, tout d'abord, avant de commencer, Abdraman, est-ce que tu peux rapidement nous parler de toi, qui tu es, ce que tu faisais en Ukraine avant que les choses ne commencent à se gâter? Bon, moi, c'est Abdraman. Je vivais en Ukraine, plus précisément à Odessa. D'accord. Bon, avant que la guerre ne commence, bon, j'avais un business que je gérais. J'avais un site internet que je gérais en Ukraine. J'achetais des produits et puis je les revendais sur l'internet. D'accord. Ok. Et ça marchait plutôt bien pour toi? Oui, ça marchait bien. Dieu merci, je ne me plaignais pas beaucoup. Ok. Et donc, si je comprends bien, toi, tu vis à Odessa. Est-ce que tu vivais tout seul ou tu avais ta famille? Non, je vivais tout seul. Ok. Et depuis combien de temps tu vis en Ukraine maintenant? Ça fait de cela 8 ans depuis que je vis en Ukraine. D'accord. Ah, oui. Ok. Et est-ce que avant que l'on ne rentre donc dans la guerre, est-ce que toi, tu avais déjà entendu parler de rumeurs comme quoi la Russie allait bientôt attaquer l'Ukraine? Est-ce que vous en parliez? Est-ce que c'était imminent pour vous? Ou c'était vraiment une surprise? Oui. Bon, nous, on savait quand même il allait avoir la guerre, mais quand il allait avoir la guerre, là, on ne savait pas. Parce qu'il y avait les rumeurs qui passaient que les Russes allaient agresser l'Ukraine. Donc, ça se disait tous les jours sur le quotidien des gens. Mais exactement, on ne savait pas. Et là aussi, on voyait, personnellement, je voyais beaucoup, à Odessa, beaucoup de militaires américains. Franchement, parce j'en ai discuté avec certains, mais je savais pas. Je pensais que c'était juste, ils étaient venus juste pour le tourisme, mais je savais pas réellement c'était ça. Mais bon, c'était prévisible quand même. Avec tout ce qui se passait, c'était prévisible. Oui. Ok. Et donc quand ça a éclaté, quel était ton état d'esprit? Bon, franchement, je ne m'attendais pas ce jour que ça allait être le jour où c'est parce arrivé. Que là, je me suis levé le matin. Oui. Parce que moi, je vivais à côté du port d'Odessa. Donc, et le premier jour, le port a été visé. Donc, il y avait eu une très grande explosion. C'est ce qui nous a réveillés. Bon, mais moi, je me disais, comme j'étais à côté du port, donc je pensais que c'était quelque chose qui a explosé au niveau du port. Bon, c'était pas une attaque. Oui. Mais c'est quand je me suis levé dans les bancs de 6 heures comme ça, parce que l'attaque s'est passée à 5 heures, disons, parce que je me suis levé, donc je n'ai plus dormi, bon, à 6 heures, je dis, ok, je sors, je pars au travail. Oui. Bon, maintenant, je suis parti, j'ai vu beaucoup de gens, bon, les magasins, tout était fermé, bon, les gens étaient paniqués, j'ai demandé qu'est-ce qui ne va pas, on me dit, bon, voilà, la Russie a attaqué l'Ukraine. D'accord. Ah bon, j'ai eu la trouille, hein. Oui, donc oui, bien sûr, je veux dire, n'importe qui aurait eu peur. Ouais, moi, je me suis rappelé de l'explosion que j'ai entendue le matin. Je dis, ah bon, voilà. Après, ils ont dit que bon, c'était le matin, ils avaient attaqué à 5 heures. Je dis, bon, voilà, peut-être c'est ce qui m'a réveillé. Oui. Et là, dans la journée aussi, il y avait eu d'autres attaques. Bon, là, c'était intense parce que les maisons avaient commencé de trembler. Oui, d'accord. Et pendant les premiers jours, comment ça s'est passé pour toi, au jour le jour, jusqu'à ce qu'il y ait ton évacuation? Bon, quand même, le premier jour, c'est que j'ai entendu, lorsque ça a commencé, bon, je ne savais pas ce que j'allais faire. Bon, parce que là, j'étais paniqué. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de partir dans les magasins, bon, dans les supermarchés.
suis parti acheter des approvisionnements, tout ce que j'ai besoin, parce que je voyais les gens partir, bon, je dis avant que les magasins ne se vident, il faut que je parte acheter, bon, voilà, parce que je ne sais pas, je ne savais pas où je suis, ce que j'allais faire. Et là, je suis parti au magasin, j'ai acheté tout, j'ai acheté beaucoup de choses. Je suis venu, j'ai déposé à la maison, je dis au cas où. Oui. Mais ça, c'était le matin. Maintenant, la journée, j'ai vu que les attaques s'intensifient. Les attaques s'intensifient, tout le monde avait peur, tout le monde était paniqué. Et là, le soir, vers 21h, j'ai entendu dire que il y avait la frontière de la Pologne a été ouverte, que les gens pouvaient sortir. D'accord. Là, j'ai eu l'information nécessaire. J'ai vu que ouais, c'est vrai. Et là, bon, j'ai pris seulement quelque chose parce que j'avais même peur de sortir la nuit parce que c'était la nuit, mais j'avais peur réellement de sortir parce que il y avait des militaires partout. Franchement, c'était compliqué. Et qu'est-ce qui t'a motivé finalement? Quel a été le déclic pour te dire maintenant il faut que je parte? C'est peur de mourir, hein. Parce que là, tu sais, quand on lance les requêtes, là, tu sais pas où. Peut-être eux, ils savent où ça peut tomber, mais toi, tu ne sais pas où ça peut tomber. Et là, personnellement, je vivais aussi à côté du port. Ça, et deuxièmement, je sais qu'Odessa, c'est une ville stratégique. Pourquoi elle est stratégique? Parce que c'est une ville portière. D'accord. Okay. Voilà, je me disais que les Russes ne vont pas, s'il y a un lieu qu'ils vont attaquer en premier lieu, si c'est pas Kiev, c'est Odessa ou bien Mariupol. Bon, là, quand même, c'était des villes stratégiques que je savais que ça ne peut pas, ils ne vont pas laisser. La main dont ils ont commencé les bombardements le matin avec Odessa, bon, franchement, je dis, s'il y a une possibilité de sauver la vie, la vie, bien sûr, il faut la prendre. Tout à fait. Et comment s'est passée ton exfiltration alors? Bon, quand même, ça, avant d'abord de partir en Pologne, je suis parti à la gare de, comment dirais-je, de Odessa pour prendre le train. Maintenant, on vient les billets qui coûtaient 2000 hryvnias. Non, les billets qui coûtaient 600 hryvnias. 600 hryvnias, ça, c'est l'argent des Ukrainiens. Et ça fait combien maintenant, d'euros? Avec la crise, oui, avec la crise, maintenant, c'est 2000 hryvnias. Ils ont quitté de 600 pour partir à 2000 hryvnias. Bon, là, on était prêt à acheter, mais ils ont dit que bon, on ne peut pas, qu'il n'y avait plus de place, parce qu'il y avait un monde fou là-bas, tout le monde voulait sortir. Et là, j'ai pu quand même partir, négocier, parce que je n'avais pas eu de pied, mais elles m'ont laissé rentrer dans le train et puis j'ai négocié avec eux. Moi, j'étais prêt à payer n'importe quelle somme pour quitter. Franchement, j'étais prêt à payer n'importe quelle somme pour quitter. Mais à la fin, ils ont dit qu'il n'y avait plus de tickets. Et là, je suis parti au niveau des femmes qui travaillent au niveau du train. Je les ai expliqué, bon, voilà, j'ai l'argent, je veux quitter, je n'ai pas de bien. Bon, j'ai négocié avec elles m'ont laissé monter. Et là, on est venu jusqu'au Lvov. Et là aussi, ils nous disaient de prendre, pour partir à la frontière de la Pologne, il fallait prendre un bus, ou bien on a pris un minibus en location. Bon, les prix aussi étaient doublés ou bien exorbitants, bien sûr. Mais là, l'argent n'était plus important parce que là, le plus important, c'était de sauver sa vie. C'était la vie, tout à fait. Voilà. Okay. Et là, on a pris le minibus, on est parti il nous disait qu'il y avait beaucoup d'embouteillages. Le minibus avait dit qu'il ne pouvait pas passer parce qu'il y avait plus de 30 km d'embouteillage. Les voitures étaient arrêtées, ils ne pouvaient pas passer. Et là, on est descendu à 30 km de la frontière et on a marché à pied. Jusqu'au niveau mais en marchant, en partant, franchement, j'avais rencontré, franchement, j'ai vu des choses, c'était difficile, hein, franchement. Oui, difficile. Très difficile. Tu sais, bon, je me suis battu de ne pas mettre ça dans ma tête. Oui, des choses traumatisantes, tu veux dire, qui peuvent traumatiser. Oui, évidemment. Tu sais, quand on te rejette parce que tu es ça, ou bien parce que tu viens de là. On va en parler justement. Il y a eu beaucoup de critiques, de la prise en charge. Il y a eu des critiques concernant la prise en charge des Polonais, justement, des personnes noires qui venaient d'Ukraine. Est-ce que toi, tu as été concerné par cela, Abdrahman?
Moi, personnellement, le problème que j'avais eu, c'est avec les Ukrainiens. D'accord. Avec les Ukrainiens, on nous a fait subir beaucoup de choses. Et je connais des amis qui ont subi plus. On a même des amis qui ont pété les plombs, bon, qui ont eu un problème mental. Parce que franchement, ça a été trop dur. Ils ont été trop durs envers nous. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement? Ils vous empêchaient de monter dans les trains ou dans les bus? Ils empêchaient de... il y avait un coin, il y avait un coin qu'on prenait tous les Noirs. Je pouvais comprendre qu'on dise qu'on prend, ils ont dit priorité aux femmes et aux enfants. On pouvait comprendre. Mais il y avait des femmes noires qui avaient des enfants. Bon, on les mettait de côté. D'accord. Un genre de tri, quoi, une sélection. On triait tous les Noirs, que ce soit enfant, que ce soit femme, que ce soit homme, on vous mettait de côté. Personnellement, j'avais rencontré une femme congolaise qui venait d'accoucher. Elle était dans une ville de Tchernobyl. Elle venait d'accoucher avec ses enfants, avec ses valises. J'ai rencontré la femme là, elle était arrêtée sur la route, elle pleurait. Il n'y avait personne pour l'aider. Elle avait 2 enfants, elle était fatiguée. Marcher 30 kilomètres avec 2 enfants de 10 jours. Ah oui. Vous voyez? Oui. Je l'ai trouvée sur la route, elle pleurait. Elle m'a dit de l'aider. Bon, j'étais avec certaines de mes amies. Elle m'a abordé, elle m'a expliqué qu'elle a 2 enfants, qu'elle veut à la frontière, que les Ukrainiens l'ont dit de passer la nuit là-bas, mais elle ne veut pas passer la nuit là-bas parce qu'elle a peur avec ses enfants. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Les enfants avec elle, on est venu. On a marché avec les enfants, on est venu jusqu'au niveau, ils ont mis un premier barrage, il fallait passer ce barrage. Là-bas, les tris ont commencé. Franchement, là-bas, ça n'a pas du tout été facile. Et avec les enfants qui venaient de naître aussi, qui étaient très fragiles. Oui, c'était compliqué, quoi. Ils s'en foutaient pas mal. Ils s'en foutaient pas mal. Franchement, le mot qu'ils disaient, il y avait le racisme total. D'accord. Il y avait le racisme total. D'accord. Les Noirs étaient marginalisés. Ok, ça c'est bon à savoir. Je pense qu'effectivement il y a eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là, hein, même si alors l'Union africaine a rédigé un courrier protestant justement par rapport à cette prise en charge des Africains, et l'Union européenne a écrit un courrier de réponse en disant que c'était pas vrai et que c'était des manipulations, des fake news qui venaient de Russie, et que tout le monde était au même pied d'égalité. Mais lorsqu'on parle aux jeunes gens comme vous qui êtes passés par là, on se rend bien compte que, vous n'avez, je pense, aucune raison d'inventer cela, je pense. Enfin, bref. Je l'ai vécu. Je n'ai pas besoin de l'inventer. Quand même, avec les Polonais, franchement, lorsqu'on a dépassé la frontière, lorsqu'on est rentré en Pologne, franchement, l'accueil a été chaleureux. On a été bien accueillis avec les Polonais. Personnellement, je n'ai pas eu de problème avec les Polonais. D'accord. Avec les enfants. Et depuis qu'ils ont vu que j'avais les enfants avec la femme là, franchement, nous avons été très bien accueillis. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce qui s'est passé à la frontière, seulement c'est ce qui était visible. Nous, c'est ce que nous vivions en Ukraine pendant toutes ces années. Quand on parlait, les gens ne comprenaient pas. Mais il y a eu l'occasion s'est présentée pour que cela soit visible dans le monde entier. Sinon, c'est ce que nous vivions tous les jours en Ukraine. D'accord. Le racisme total. Tu es noir, tu n'es rien. Être noir, c'est un handicap. Être noir, c'est un handicap. C'est bien dit. Merci beaucoup, Abdraman. 2 dernières questions avant de se quitter. La première, aujourd'hui, où habites-tu? Dans quel pays? Actuellement, je suis en Allemagne. Je suis dans la ville de Bramsche. D'accord. Donc, tu as été pris en charge en Allemagne. Et quels sont tes projets futurs? Est-ce que, avec les documents dont tu disposes aujourd'hui, tu peux recommencer une nouvelle vie, recommencer ton travail, ainsi de suite? Je l'espère bien, parce que je suis en train de faire les procédures de papier actuellement, parce que je veux... Vous savez, c'est pas facile. Oui. Recommencer tout à zéro. J'avais un départ, bon voilà. D'un seul coup, tout bascule, tout change. Mais je pense que avec le courage et puis l'expérience que j'ai acquise en Ukraine, je peux l'exploiter encore partout où je suis. Je pense que ça sera difficile, mais ça sera pas impossible. Très difficile, je pense. Oui.
D'accord. Dernière question, c'est par rapport à ce fonds qui aurait été débloqué pour vous, les Guinéens qui vivaient en Ukraine et qui ont dû partir urgemment. Est-ce que toi, tu as entendu parler de ce fonds? Est-ce que tu as touché une partie de ce fonds? Franchement, je n'ai pas touché. Je n'ai pas vu cet argent. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a vu cet argent. Parce que nous, on a un groupe, on a une association des Guinéens qui vivaient à Odessa. Par exemple, Maki, avec lequel vous avez parlé, lui, il est le vice-président de cette association. Oui. On est bien structuré et organisé. Il nous avait dit de déposer une liste de tout, parce que bon, quand même, ils ont la liste de tous les Guinéens qui vivaient à Odessa, mais ils auraient fait une liste encore. Ils disent que bon, pour recevoir cet argent, mais on n'a pas entendu parler de ça. Moi, personnellement, je n'ai rien reçu. Et je n'ai pas vu quelqu'un qui a reçu. Et chaque fois, je vérifie dans notre groupe, parce qu'on a un groupe sur Viber dans lequel on communique, on fait passer toutes les informations. Et chaque fois, je vérifie dans ce groupe, personne n'en parle. Et toutes les personnes que j'ai demandées, personne n'a rien reçu jusqu'à présent. Ok, bah, voici qui, je l'espère, tombera dans les oreilles qu'il faut, hein, les oreilles des autorités, je l'espère, pour vous. En tout cas, merci beaucoup, Abdourahmane. Voilà, l'idée, c'est de ne pas vous oublier, bien au contraire, parce que votre parole est importante. Merci beaucoup.